Alors, toujours en compagnie de Maître Marie-Justine Corsi. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Puis, y a-t-il une évolution? Oui, il y a une évolution, il y a eu de l'amélioration. Vous disiez Montréal, mais il faut quand même... Montréal, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, comme vous dites, il y a des cellules à l'intérieur, il y a des groupes, des équipes plus spécialisées, mais c'est quand même le même processus, on est en région. Là. Je veux dire, on porte plainte, etc. Oui. Il y a un procureur qui va décider si... Qu'est-ce qui va faire que le procureur va devoir malheureusement ne pas retenir la plainte? Qu'est-ce qui fait que vous ne retenez pas une plainte? Plusieurs faits. La première, c'est toujours l'acte criminel. Est-ce qu'elle est définie dans l'article de l'acte? Ça, c'est la première. Si quelqu'un... Si on ne peut pas mettre un mot dessus. Exactement. Il faut effectivement que l'acte criminel soit identique à l'article de l'acte criminel qu'on porte contre la personne. Qu'on puisse la reconnaître dans le code civil. Exactement. Code criminel. Le code criminel. Le code criminel, oui. Et puis, par la suite, c'est la volonté de les témoins, de venir témoigner. C'est la preuve qui entoure l'acte qui a eu lieu. La victime elle-même, si on va pouvoir la voir à la cour. Sur toute réserve, je vous dis la victime, on peut avoir une victime défunte. Mm-hmm. Alors, dans les dossiers de meurtre, c'est une autre paire de manches. Alors, c'est tout ce qui entoure les circonstances de l'acte qui a eu lieu. Mm-hmm. Quelqu'un est mort, de quelle façon? Alors, c'est une autre preuve. Mais c'est la preuve. Et la preuve, moi, je vous parle de quelqu'un qui est encore vivant. Là, on va parler d'une victime qui est encore vivante. Heureusement qu'elle est encore vivante, mais pas victime. Mm-hmm. Mais si elle a la volonté qu'on porte le dossier en avant et qu'on procède dans le dossier, si elle a la volonté, si on a assez de preuves, si on pense être capable de faire la cause et de faire la preuve hors de tout doute raisonnable, on autorise. S'il y a une faille là-dedans, on ne peut pas autoriser. Il faut qu'on prenne en considération les souhaits de la victime aussi. Parce que si on voit que la victime, si on la fait témoigner, elle va s'écrouler, on va la ramasser à l'hôpital, elle va devenir suicidaire parce qu'elle ne veut pas être là. Il faut prendre en considération l'être humain qu'on a devant nous aussi. Mm-hmm. Avant de dire, il faut absolument, là, j'autorise, il faut absolument, on s'en va à la cour, il faut absolument là, faire ça. Si la victime n'est pas prête. Si la victime n'est pas prête, si on va mettre à terre une victime, si on va abattre une victime, pire qu'elle a déjà été battue par les faits. Psychologiquement. Non. Ça peut vraiment mal se terminer. Oui. C'est pour ça qu'il y en a pour certaines victimes que, ils vont endurer ça, puis il y a le moment où c'est la bonne, c'est le bon moment. Là, ça, c'est aujourd'hui que ça se termine. Oui, et on en a. D'ailleurs, on est tellement privilégié d'avoir un système avec aucune prescription en matière d'agression sexuelle. Parce qu'effectivement, on reconnaît... Ça peut être 20 ans plus tard, là. Et on reconnaît que des victimes puissent vivre avec ce chagrin, cette lourdeur pendant des années de temps. Et qu'à un moment donné, un facteur déclencheur va faire en sorte que je lève ma main, moi aussi. J'ai eu une victime que ce n'est que suite à ces garçons qui se sont fait abuser sexuellement par leur coach de hockey, qu'elle s'est revue rechuter et revivre son enfance. Elle a levé la main et on a été à la cour. Elle a été capable de passer à travers de ce processus jusqu'à la fin. Bravo, madame. Oui, possiblement que si on l'avait forcée à le faire il y a 20 ans, il y a 15 ans, elle n'aurait pas été dans les meilleures conditions, elle n'aurait pas été capable de le faire. Puis cette personne-là, ça aurait été acquittée de toute façon. Et dans un autre cas, autant
un monsieur avec 2 enfants de 2 femmes différentes. Lorsque on a su que le grand-père avait abusé les 2 enfants, effectivement, on a perdu le père. Puis on se posait la question pourquoi. Il avait revécu ce que son père lui avait fait à lui-même par l'entremise de ses de ses Quand vous propres dites on a garçons. perdu le père il s'est suicidé? Non, il Non? ne s'est pas suicidé, mais excusez, quand je dis on a perdu le Qu'est-ce qui s'est père, passé avec c'est le père? que on l'a rentré à OK. Louis-Hippolyte Lafontaine. OK. Tu sais, écoute, là, ça a été une spirale. Il avait comme enfoui ça dans sa mémoire. Ouais. Et Puis là, quand c'est arrivé, il a dit non, garde. Puis là, il y a une culpabilité qui doit se dire, ben moi, j'ai Ouais. pas dénoncé. Si je l'avais fait, il l'aurait pas fait à mes enfants. Tu sais, il y a tout bon, tu sais, plein d'affaires peuvent nous passer parce qu'encore là, on est toujours dans la culpabilité. C'est quand même absolument dommage et dégueulasse, je dirais, que les victimes sont souvent en mode culpabilité. Oui. Bien, c'est les prédateurs Qui les... qui créent cette atmosphère de « tu dis rien, sinon, sinon, sinon ». Alors, la victime porte sur son dos une lourdeur inimaginable. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas en parler, je ne peux pas dire. On a des personnes... Écoutez, le réseau, moi aussi, là, a fait en sorte que bravo, victimes qui, finalement, ont décidé plus jamais vous allez me toucher, plus jamais vous allez me faire sentir. Parce qu'il y a une solidarité, puis ils disent je ne suis pas seule, je n'ai pas vécu ça seule. Oui, et là, ils peuvent se parler entre eux. Encore là, il y a des gens qui n'ont jamais dénoncé, mais au moins ils peuvent se vider le cœur, ils peuvent en parler, ils peuvent vossifier leur peine, leur chagrin, leur lourdeur. J'ai eu un dossier qui est extraordinaire parce que, comme je vous mentionne, le fait de toujours, le prédateur de silence, tu ne dis rien, tu ne dis rien à personne. Et puis souvent, ça vient avec des menaces aussi, là. Absolument, à cause des sinon. Ça vient avec de l'argent, ça vient avec des cadeaux, mais ça vient avec ça aussi. Ma victime, elle était malentendante. Alors, imaginez-vous, une victime malentendante qui n'a pas l'habitude de jaser à tout le monde de tout ce qui se passe. Encore là, se faire dire « tu te tais ». Ouais, OK. Ça a été un de mes plus beaux dossiers parce que en étant capable de faire le gestuel. Oui, le langage des signes. Ma victime s'est assise à un endroit où est-ce que je la regardais par en arrière et lorsque l'interprète demandait et faisait le langage des signes pour que la victime puisse comprendre ce qui se passait, quelquefois, je regardais la victime avec un air comme « c'est-tu vrai, c'est pas vrai? » Puis elle me racontait tout. Alors, je posais des questions supplémentaires à part de ce que j'avais ici. Magnifique. Puis lui, il n'entendait pas. Tout le monde devrait apprendre le langage des signes. Ça a été... Oui, parce que vous avez représenté des gens non seulement vulnérables de parce qu'ils avaient vécu, mais par de leurs conditions physiques aussi. Donc, et comment c'est venu, ça? Comme je vous ai dit tantôt, je ne sais pas si c'est ma physionomie qui fait en sorte que les gens se sentent à l'aise, mais ça a été reconnu assez rapidement que les enfants, les jeunes et ceux qui ont avec des handicaps, Marie-Justine peut les prendre parce que j'ai une patience extraordinaire. J'ai le don de parler avec les gens, surtout les jeunes, et pour une raison que même aujourd'hui je ne comprends pas, ils s'ouvrent. Les gens s'ouvrent et ils me disent tout. Et c'est correct. Mais alors, oui. je fais, ça vous a aidé beaucoup dans votre... Ça rend mon envoi très facile. Puis là, vous accompagnez aussi là, vous avez d'autres chapeaux, là. Vous n'êtes plus procureur de la Couronne. Non, je suis plus au DPCP. Non, c'est ça. Vous y avez été pendant plusieurs années. Là, vous continuez aussi à faire du mentorat. Oui, absolument. Je fais du mentorat au niveau des étudiants du Barreau du Québec, à les universités de Montréal, Université Concordia, McGill, UQAM, les cégeps aussi,
Parce que il y a plusieurs jeunes qui ont personne à qui s'ouvrir, puis parler de oh, ben moi, ma mère, je veux que je devienne un médecin, mais j'aime pas ça. Ah, OK, on va s'asseoir, puis on va regarder ça ensemble. Pourquoi t'aimes pas ça? OK, qu'est-ce que t'aimerais? Alors, les mettre sur le droit chemin, souvent, c'est en droit, spécifiquement en droit, il y a des jeunes qui sont un petit peu éparpillés. Tu sais, je pense que je vais être capable de faire du droit des affaires. Ah, ouais, OK. Qu'est-ce qui t'amène à faire le droit des affaires? Parce qu'il faut avoir la passion. Pour devenir un bon avocat, il faut avoir une passion. Si on n'a pas la passion pour faire quelque chose, la carrière va être longue et ardue. Hein? Ça fait que choisissons quelque chose que vous allez aimer, que comme moi, je me lève avant le cadran. Mon cadran, il est toujours mis à 5 heures le matin, mais je suis toujours debout avant 5 heures parce que, ah oui, il faut que j'appelle ci, il faut que j'appelle ça. Alors, commencer ta journée, préparer la journée et aussi les aider à organiser leur horaire, leur schedule, leur journée, même leurs études, inclure du Puis plaisir. les générations changent. Qu'est-ce que vous avez vu voir évoluer ou changer ou peut-être même se perdre à travers, dans la profession, à travers tous les avocats, les jeunes avocats que vous avez vus passer dans les salles de cours, avec qui vous avez travaillé durant ces 30 dernières années? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Il y a deux volets. Un volet, c'est le respect, puis l'autre volet, c'est le savoir-vivre. Le respect, il y a eu un moment donné, on avait eu une nouvelle vague de jeunes où est-ce que nous, pour aller à la cour, on était toujours avec la toge bien mise. Le niveau du décorum est important. Le décorum était très important. Ce n'était plus la même chose. Le décorum avait un peu perdu de vue, perdu d'ampleur. Mais avec des discussions avec la magistrature, et c'est ça, le décorum est revenu. Il y a eu des mémos qui se sont envoyés, mais jamais je m'aurais attendu qu'il aurait fallu qu'on ait des mémos pour dire on ne porte pas des gougounes à la cour. Là. C'est comme on s'habille correctement. C'est le fun d'être à l'aise parce qu'on est debout longtemps. C'est genre. Alors, ça. L'autre, c'est la vie familiale, le savoir-vivre de la vie familiale. Les millénaires ont amené un air de fraîcheur. Les vieux comme moi, je me souviens d'avoir été au bureau à 6 heures le matin et continuer de préparer mes affaires parce que je ne voulais rien manquer. Puis mes victimes devaient me rencontrer à 8h30, la cour ouvrait à 9h30, à 9h25, j'étais devant la porte avec le gars. Ça, tout à coup, puis, et je quittais le bureau vers 10h avec des valises encore parce que j'allais étudier un autre 2 heures à la maison, d'autres choses que j'avais, tu sais, la jurisprudence. Puis là, les millénaires ont amené le nouveau vent fraîcheur que 4h25, je suis derrière l'ascenseur. Oui, les milléniaux ont ça, ont cette conscience-là de la famille. J'aime ma job. Absolument, ma famille vient avant. Et au début, je me disais, oui, mais là, je les applaudis. Ouais. C'est eux autres qui vont m'apprendre comment vivre. Le bon ballon entre les deux, je fais ma job, c'est une job, ma famille... Mais je suis autre chose que juste une avocate. Je suis une femme, je suis une mère, je suis... Ma seule chose qui importait, c'est que tout allait bien dans mes dossiers. Là. Mm-hmm. Il fallait que mes victimes venaient avant tout. C'était votre famille, c'était ma vous. Ma priorité, c'était eux. C'était de voir que tout allait bien, là, non seulement qu'avec mes dossiers, mais même au bureau. Là, on va faire un déjeuner de rassemblement, on va faire un dîner de rassemblement. Il fallait que le bateau être capable de rester en haut des vagues. Il ne fallait pas que ça coule. Donc, c'était le travail avant tout, au péril des fois du temps personnel. Oui. Est-ce qu'on pourrait se poser, mettons, donc, ça veut dire que ces avocats-là mettent moins de temps dans les dossiers, puis c'est correct qu'ils ont du temps pour eux, puis qu'ils sont autre chose, c'est qu'ils prennent du temps en famille, puis qu'ils ont une vie. Est-ce que faut qu'ils mettent du temps dans les dossiers aussi? Absolument. Est-ce que le travail peut être aussi bien fait?
Je pense que oui, parce que ça continue à bien fonctionner. Oui, puis il y a des bons avocats, Il y a puis tout des ça, mais... très bons avocats, des jeunes avocats, des brillants avocats. Euh, et oui, je vous dis que on a à apprendre de Si l'Illinois. c'était à refaire, vous auriez pris un petit peu plus de temps pour vous. J'aurais arrivé à 8 heures. J'aurais parti à 6 heures au lieu d'être là 24 heures, genre. T'sais. Mais oui, si c'était à refaire, ça aurait été un peu plus comme on dit en anglais, self-caring. On va Mhm. penser À vous. à moi. Charité bien ordonnée commence par Exactement, soi-même. exactement. Mais je ne regrette absolument rien. Non, non. Aucun regret. Mais vous m'avez posé la question si j'ai vu des choses Mm. changer. Ça a été les deux gros facteurs changeurs que j'ai vus. La première, le décorum qui en a souffert. Et par la suite, le nouveau vent de fraîcheur de les millénaires qui sont rentrés. Puis, ah! Il y a l'aspect féminin aussi, la présence des femmes à la cour. J'imagine qu'il y en a beaucoup plus là maintenant qu'avant. C'était plus un monde d'hommes dans les années 90? Vous avez raison. Vous avez raison. Amplement raison. On n'était pas beaucoup quand j'étais là au début, comparé aux hommes. Mais là, c'est... Puis il y avait des choses, des fois, c'était un monde d'hommes, donc avec une mentalité des années 90, un petit peu plus macho. Aussi sur le banc. Oui, il y avait plus d'hommes juges que de femmes, mais il y a eu un beau mouvement. Il y a eu une belle vague de fraîcheur là-bas aussi. Et puis, oui. Ça a été une évolution. Vous avez d'autres implications? Vous êtes impliqué aussi là, par rapport aux gangs de rue? Absolument. Entre autres à Saint-Henri, qu'est-ce que vous avez fait? À Saint-Henri, on a mis sur pied un projet, c'est alors que je travaillais au tribunal de la jeunesse. À Saint-Henri, c'est un enquêteur qui est entré au tribunal de la jeunesse. On l'a entendu du fond du corridor, une voix portante, tout ça. Et elle arrive, elle dit j'ai quelque chose à te proposer. Bonjour, comment est-ce qu'on s'appelle? Bonjour, ça fait plaisir. Cet enquêteur-là s'appelait Sotiria Klironomos. Elle travaillait avec les gangs de rue à Saint-Henri. Et à l'époque, ici, au tribunal de la jeunesse, on avait une grosse vague de gangs de rue, puis ça allait pas bien. Elle était sur une équipe spécialisée à l'époque. Et il y avait une école où est-ce que la directrice de l'école est venue la voir pour lui dire « Je suis à 2 secondes qu'un meurtre se passe dans mon école, faut régler ça. » Cette jeune enquêtrice s'est impliquée corps et âme, et après ça, elle a voulu avoir l'aide d'un procureur. Je me suis assise à l'époque avec mon procureur-chef et on a mis sur pied un projet. Et le projet a mis à l'école un policier qui allait faire les vérifications des conditions régulières de les jeunes qui avaient des conditions, surtout le fait de ne pas avoir d'âme blanche à l'école. Et les parents ont manifesté contre notre intervention. Les parents des jeunes contrevenants. Certains parents. Parce qu'on a eu une soirée parents pour jaser, et certains parents se sont vocifiés à l'encontre que vous brimez la liberté. Leur droit, la liberté des droits personnes. Alors, c'est là où est-ce que j'ai appris la phrase là où est-ce que ta liberté commence, la mienne finit. Oui. Alors, c'est là où moi je dis le commentaire, ben, on se demande pourquoi le jeune a mal viré. Bon, on se le dit. Oui. Dans la tête. On peut pas rien dire. Non, parce que des fois, c'est sûr qu'un jeune va mal virer. Puis ça m'amène à vous parler aussi du fait, on a parlé des victimes, mais vous avez naturellement questionné, vous avez interrogé, vous avez des agresseurs. Mais ces humains-là, les agresseurs, ont aussi des histoires, ont aussi des blessures. Qu'est-ce que vous avez remarqué en général de ces jeunes-là là, qui deviennent proxénètes, qui s'en vont dans les gangs de rue, qui deviennent violents, qui deviennent agresseurs, qui deviennent... c'est ça, qui mènent leur jeune vie par la violence? Qu'est-ce que vous avez observé de leur profil puis de leur histoire? Le dicton le dit bien, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Mm-hmm. Et effectivement, c'est ces personnes-là
qui souvent sont pris sous une emprise eux-mêmes avec une vie à laquelle c'est pas eux qui l'ont choisi. Hein? Non, parce que ces mêmes contrevenants-là auraient été dans une autre famille ou dans un autre encadrement. Absolument. Ça ne serait pas des violeurs, ça Absolument. ne serait pas des agresseurs, ça ne serait pas des jeunes de gang de rue, là. Certains d'entre eux. Mm. D'autres, c'est inné, malheureusement. C'est en eux. Mais je vous dirais que les rapports présententiels qui sont produits par les criminologues valent tout l'or au monde lorsqu'on les lit parce que eux font le travail que nous, en tant que procureurs, on ne peut pas faire pour aller rencontrer l'agresseur ou l'accusé et lui poser des questions. Alors, eux rencontrent l'agresseur, leur famille. Si la personne est une personne honnête, va être honnête avec son historique, on va avoir un portrait clair. Parce que il y a des fois que les agresseurs, pour en avoir fait un après l'autre de rapport présententiel, vont savoir comment déjouer le système, puis vont leur dire ce qu'ils pensent que le criminologue veut entendre. Si le criminologue est un bon criminologue, et nous en avons des experts, nous en avons des excellents ici au Québec, j'en suis fière d'eux, peuvent faire la différence des choses. Mais lorsqu'on lit le rapport présententiel, on a un meilleur portrait de qui est la personne en face de nous, à qui, soit qui vient d'être trouvé coupable ou qui a plaidé coupable, et à qui on doit voir comment on peut mieux l'aider pour pour le réinstaller dans notre société et qui ne retombe pas dans les vices à laquelle il est habitué depuis un jeune âge ou depuis peu ou depuis une médication. Parce que souvent, ces agresseurs-là ont déjà été des victimes ou le sont encore. Aussi. Pas trop souvent, mais aussi, ça arrive. Ou ça a commencé souvent comme ça, ils ont appris comme ça, puis par défense, sont devenus, ils se sont dit, ben je suis bien mieux dans une position, tu sais, c'est un mauvais choix, là, mais je suis mieux dans c'est ça, je suis mieux d'être dans une position d'agresseur que d'agressé. Puis c'est ce qu'ils apprennent. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et encore là, on va revenir à l'incarcération. Lorsqu'ils sont des agresseurs sexuels, on essaie de les séparer du clan régulier parce qu'ils ne sont pas bienvenus. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'intérieur? Est-ce qu'ils ont une thérapie à l'intérieur à laquelle ils peuvent assister? Est-ce qu'ils ont de l'aide qu'ils peuvent avoir afin qu'on puisse les remettre? Parce qu'ils vont sortir dans le tiers ou le 16e. Une fois rendus dehors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on les laisse tout seuls, tu sais, pour essayer d'améliorer le sort? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce qu'il faut, tu sais, on se dit, on les condamne, mais souvent, ils retournent. Là. Il doit y avoir des études là-dessus qui disent qu'il y a un certain pourcentage qui sont... Les récidives. Oui, ils vont récidiver à ce moment-là, puis ils vont retourner dans leur même milieu, puis... avec les sentences un peu bonbons, puis avec justement, ça aussi, là, le fait de dire, ben mettons, c'est 2 ans de prison, mais après un tiers, ils sortent. S'ils ont une certaine bonne conduite. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis l'incarcération pour qu'il ressorte une meilleure personne, pour qu'il arrête de faire ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, puis on a-tu le temps de le faire? S'il sort à un tiers, ça va vite, là. 1 an, c'est 4 mois. Si on aurait des effectifs, si on aurait des programmes en place, 4 mois, c'est 4 mois intenses. Oui. Mais il y aurait eu quelque chose, tu sais. Et après ça, il y aurait eu un suivi à l'extérieur. On n'a pas les programmes. Non, c'est ça. Ça fait que vous faites un travail, vous les mettez en prison, vous les faites condamner. Mais après ça, des fois, le train, là, il manque 1 ou 2 wagons au train, là, pour que cette personne-là puisse être bien réhabilitée. Pour qu'on ne le revoie plus à court. Qu'on le voit plus, c'est ça. Va-t'en, commence quelque chose d'autre. Ça vous est arrivé, ça, d'en revoir, puis d'en revoir, ils ont un abonnement, eux autres, au lieu d'avoir un abonnement Malheureusement. Un programme d'entraînement dans une... place d'entraînement quelconque, ils ont un abonnement à la cour, puis là, ça repart. Puis, je suis convaincue qu'eux aussi ne voudraient pas revenir nous voir. Je suis convaincue. Mais
Ils sont dans un engrenage. Tu reviens, tu retournes voir tes mêmes amis, tu arrives de prison, c'est un milieu hostile, tu retournes dans ton milieu hostile. Si au niveau familial, l'encadrement n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai déjà écrit une chronique là-dessus, mais vous, avec votre expertise, si on dit aux parents, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour engendrer le meilleur délinquant? Qu'est-ce qu'un parent fait pour engendrer le meilleur délinquant? Tout commence avec la communication. OK? Crier, ça vaut rien. Discuter, s'asseoir, ça vaut beaucoup. Arrêtez de vouloir être son ami. Deviens son parent. Dirige-le, amène-le, aide-le. Il y en a des amis. C'est pas vous son ami. L'autorité, ça existe. Il faut que ça commence à la maison pour pas que ça devienne l'autorité carcérale qui prend la place. Que la première personne qui lui dise non, ça soit un professeur, puis il ne comprendrait pas pourquoi que l'enfant... Tu sais, des enfants qui arrivent à l'école, ils ne se sont jamais fait dire non. Puis les parents veulent que les professeurs deviennent les éducateurs. Ou les parents. C'est les parents, les éducateurs. C'est les parents qui commencent avec l'éducation de vie, hein, pour pas que ça dégénère. Parce qu'on sait que tout est trop facile aujourd'hui. Des années 90, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne médias sociaux, en ce qui concerne fameux Facebook, fameux Messenger, fameux tout ça, Instagram. La proximité. Tu sais, le proxénétisme se fait facilement sur les ordinateurs. Tu sais. On peut être des bons amis avec nos enfants, tous en sachant que on est ceux jusqu'à l'âge de majorité qui vont dire... Et encore. Il y a une de 25, moi, puis elle va super bien, là, mais je suis encore ta mère. Voilà. Ouais. Mais c'est difficile parce que nos parents ont changé aujourd'hui. On n'a plus les parents qu'on avait autrement, à tort ou à raison, mais c'est difficile pour eux aussi parce que tout va tellement vite pour eux aussi. Les enfants arrivent à la maison comme « je veux ci, ça, puis si je ne l'ai pas, je fais une crise. » Minute, on va s'asseoir, on va discuter, on va en parler. Hein? Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut avoir un dialogue? Est-ce qu'on peut prendre l'enfant et dire « aujourd'hui, on ne reste pas devant la télé, on ne reste pas devant les tablettes, on pose les cellulaires. » Ils ont 8 ans, 9 ans, ils ont tous des cellulaires. Puis les cellulaires, on comprend que les cellulaires, c'est un accès aux médias sociaux. Il n'y a plus rien de bloqué. Prendre les enfants, sortir, marcher. On a assez de pistes cyclables à Montréal, là, hein? Madame Plante, elle les a mis partout. Allez faire un petit tour sur le bicycle. Les pistes cyclables sont vides, mais sont là. Oui. Ça, on la salue. Elle, on la salue. Ça, c'était un sujet pour une autre journée. Oui, c'est ça, quand on se promène. Mais non, mais tu sais, je dis, c'est ça, parce qu'engendrer un parfait délinquant, c'est ça, c'est un peu bizarre comme question, mais effectivement, on a un rôle en tant que parent. Puis la première chose, c'est de dire non aux enfants et de ne pas justement être son ami et de toujours s'approprier son rôle de parent. Parce que si l'enfant n'a pas cet encadrement-là et qu'il n'a pas ce sentiment, ce lien d'appartenance-là à une famille ou à quelqu'un qui l'encadre, en réalité, c'est là qu'il va aller chercher ça auprès d'une gang d'amis, une mauvaise influence, des mauvais amis. Tu sais, une gang de rue, là, c'est souvent la famille de ces jeunes-là. Ils se retrouvent une famille, mais une famille malsaine qui leur donne des mauvais, tu sais, qui leur donne des mauvaises influences. Pour eux autres, c'est pas malsain. Non. Et pour eux autres, c'est pas des mauvais sens. Non. Pour eux autres, c'est des acquis, ça leur appartient. Oui, parce qu'ils chillent ensemble, puis ils font pas que des crimes ensemble, là. Ils font plein de choses intéressantes ensemble. Puis encore là, Mme Potvin,
c'est mon opinion. Là. Oui, Tantôt, ce que j'ai dit, oui. c'est mon opinion. Là. Je Oui. suis pas savante. Là, Non, non. Mais à la mon lumière humble de ce que vous avez opinion. observé Ouais. depuis les 30 dernières années et Ouais. plus dans la cour, à la cour, avec justement des délinquants, des agresseurs, des gens justement, là, des gangs de rue et tout ça, des gens qui sont criminalisés pour X raisons. Puis on le dit, là, souvent, il y a des victimes derrière ça, puis il y a des gens, ils auraient été dans d'autres milieux, il n'y aurait pas ce parcours-là. On n'est pas agresseur, là, à moins vraiment d'avoir des points neurologiques et psychiatriques. Il y en a qui le sont. Oui. Il y en a qui le sont. Mais la grande majorité, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Il y a eu quelque chose dans leur parcours de vie qui a fait en sorte qu'ils se rendent là. Ils se sont révoltés, puis souvent cette révolte-là passe par la violence, passe par des mauvais choix, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents comme signe avant-coureur? Si vous connaissez les stratégies, vous avez rencontré une multitude, des dizaines, des centaines de victimes, entre autres d'actes sexuels, d'agressions sexuelles, mais aussi de proxénétisme ou par rapport aux faits qui ont été sous l'emprise de gangs de rue ou quoi que ce soit. Quels sont les signes avant-coureurs là, qu'on a une jeune adolescente, un adolescent qui pourrait nous dire qu'ils fassent soit partie de mauvaises influences, de gangs de rue ou qui ont été victimes ou qui vivent des choses, qui indirectement ou directement là, sont en lien avec ce genre de criminalité-là. Encore là, n'étant pas une experte, et je me prends pas pour experte. Non, mais ce que vous avez observé, là. Opinion, ouais. de faire bien attention au silence. Un enfant qui se referme sur lui-même, un enfant qui évite des amis, évite la famille. C'est pour ça, encouragez-le de venir vous parler, de venir vous jaser. Les enfants de l'ère noire, on dirait, là, tu sais, ça rentre, là, puis « Salut, comment ça va? OK, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Je sais pas. Écoute, non. Le je sais pas, là, les mentors, en tant que mentoré, je perce cette bulle. Je sais pas. Non. Là, on va s'en parler, on va discuter. Jason, selon mes expériences, si les parents sont dépassés par l'attitude des enfants. Ou des situations. Aller chercher de l'aide. Oui. Un ami de la famille. La marraine, le parrain. Les voisine. les mononcles, les cousins, les cousines. Ma mère, papa, n'importe qui. Mais un adulte significatif. Faites en sorte que ces enfants-là aient des communications avec quelqu'un d'autre et qu'on leur sort les verres du nez. Laissez-les pas aller dans leur chambre avec leur tablette, leur petit téléphone, puis se cacher du monde. S'isoler. Sortez-les, amenez-le. Faites en sorte qu'ils deviennent partie de la famille. Faites en sorte qu'ils deviennent partie de votre vie, de la vie de tous les jours. Parce qu'il y a des parents qui abandonnent. Et possiblement que si on faisait une étude, ou s'il y en a peut-être déjà qui ont été faites, de jeunes, justement, qui prennent soit le mauvais chemin ou qui ont été abusés, qui ont été un peu laissés seuls à eux-mêmes. Puis c'est pas la faute des parents. Des fois, il y a des choses qui ont fait en sorte que les parents ont baissé les bras. Ils sont exaspérés. Exaspérés, disent, écoute, viennent que souvent, c'est leur propre santé mentale. Là. Ils ont d'autres enfants à côté de ça, puis ils disent, oh mon Dieu, regarde, il prend le mauvais chemin, puis je sais pas. C'est beaucoup d'énergie de devoir s'assurer que notre jeune soit en place, puis ait les bonnes fréquentations, puis encore là, les parents vont se culpabiliser. Non, il n'y a pas de culpabilisation là-dedans. Si vous avez besoin d'aide, allez en chercher vous aussi. Allez chercher les outils de travail que vous pourriez avoir de besoin pour faire la confrontation ou faire la communication avec ce jeune-là. Parce que on achète une télé, on a un manuel de 36 pages. On met au monde un enfant, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de manuel qui vient avec ce nouveau poupon-là. Hein? Alors, il faut aller chercher les outils. Puis des fois, on va se dire, il y a le gros bon sens, mais c'est pas tout le monde que ça vient nécessairement avec, ou qui ont le jugement, ou qui ont les outils, même eux, psychologiquement. Puis la culpabilité, comme quoi ton enfant devient... Tu sais, non, il n'y a pas de culpabilité à avoir.
Et d'un autre côté, s'il y a une petite culpabilité à avoir, c'est de ne pas essayer des choses, de ne pas aller chercher de l'aide. Ouais, c'est ça. Si tu as tout essayé puis tu es allé chercher de l'aide, ça n'a rien donné. Non, ne te sens pas coupable. Puis si tu n'as pas été chercher de l'aide puis que tu as baissé les bras, ben c'est pas de ta faute non plus comme parent. Mais sachez qu'il y en a. Essaie quelque chose. L'aide existe. Sachez que l'aide est là. Ouais. Sachez que il y a tellement d'organismes, il y a tellement de... Oui, parce que c'est vrai que les gens vont souvent nous parler de manque de financement pour aller chercher l'aide voulue. En quelque part. Je ne peux pas me payer un psychologue, je ne peux pas me payer, mais il y en a des organismes. Mais il y a des organismes, il y a des CLSC. Encore là, on va entendre l'autre son de cloche. Mais j'ai un rendez-vous dans 6 mois. Moi, j'ai besoin de l'aide maintenant. C'est un manque d'effectifs encore là. Tu sais, comme on disait tantôt, c'est un cercle vicieux, mais... Mais quand on frappe aux portes, puis quand il y a des cas vraiment, c'est comme dans notre système de santé, oui, il y a des délais pour certaines choses, mais si il y a vraiment des choses urgentes, bien, on va être traité rapidement, puis on va avoir de bons soins. Donc, c'est comme ça que notre système de santé est fait. Là, on n'est pas beaucoup dans la prévention, on est dans... Bon, mais je pense que des fois, il y a un organisme qui n'a pas les services, mais ils peuvent vous diriger vers quelqu'un d'autre. Il y a des groupes d'entraide. Puis Facebook, malheureusement, ça a beaucoup d'effets négatifs, les réseaux sociaux, mais il y a des belles choses aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y a des informations par des spécialistes, qui peuvent quand même donner certaines informations gratuites. Il y a des plateformes, il y a des petites formations, des fois, qui ouvrent gratuitement des choses, pas avec n'importe qui, mais ça peut être rapidement. Oui, des CLSC, appeler le 811. Donc, le 811, c'est un très bel outil. Si de tout ce qui manque dans notre système, là, il y a une chose qui fonctionne bien, c'est le 811. Ça, c'est un outil à ne pas perdre, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous souhaite quelles sont vos occupations présentes? Parce que là, vous êtes aussi partenaire. On a reçu Karine Tremblay, naturellement, qui est enquêteur privé. Vous êtes en partenariat avec elle. Quelles sont les autres choses? Qu'est-ce que vous faites avec justement dans ce nouveau partenariat-là, mais à travers vos autres obligations professionnelles? Vous continuez de vous impliquer, là. Vous me faites penser à moi, là. Quand je disais votre parcours, je dis, mon Dieu, c'est moi, mais en droit. Tu sais, on s'implique partout où on peut parler de ce qui nous passionne, on est là. Là, ce qui vient me toucher, c'est notre société vieillit rapidement. Et ma réalité fait en sorte que non seulement que j'ai fait les crimes économiques et la maltraitance des personnes aînées, mais là, ma réalité fait en sorte que je le vis quotidiennement. Et je peux voir qu'il y a des manques au niveau des services, au niveau du droit pour protéger nos aînés. Quand vous dites que vous le vivez quotidiennement, c'est que vous vous occupez de vos parents. Moi, je m'occupe de mes parents qui ont 88 et 90 ans. Et c'est là où est-ce que je réalise qu'il y a des manques, de graves manques un peu partout, et j'aimerais pouvoir m'impliquer avec le barreau. Je fais mes recherches présentement pour mettre sur pied plus de droits pour protéger nos aînés. On va tous être là bientôt. Et on a peu de services pour les aînés, et surtout au niveau bancaire, pour les protéger contre les fraudes, c'est épouvantable. Écoutez, c'est majestueux là, de voir là, où est-ce que la nécessité d'avoir les mandats généraux pour protéger ces gens-là. Et encore là, les fraudeurs vont rentrer en ligne de compte, les abuseurs vont rentrer en ligne de compte. Alors, puis des fois, c'est même au sein de la famille. Là. Des fois, les crimes économiques envers les personnes âgées, là. Si tu vas voir ta grand-mère ou ton parent là, une fois par année, puis tu y cries après pour avoir de l'argent, pour qu'il te prête de l'argent, parce que toi, tu n'as pas su te gérer, c'est un crime économique. Et qu'on dilapide les comptes de banque, et par la suite,
les banques vont dire à la victime, bien, c'est à vous de me prouver que vous lui avez pas donné votre nom, vous lui avez pas donné la permission de le faire. La Alors, procuration. alors qu'on a des preuves, mais que des fois, les banques sont menées par des êtres humains. Pareil comme les juges, ce sont des êtres Avec humains. un manque de professionnels, avec un manque d'employés, d'effectifs. Donc, Alors, il y a des lacunes au niveau du droit pour protéger notre société qui vieillit rapidement. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire. J'ai quelques projets que j'ai déjà écrits pour voir comment je peux élargir le sphère pour pouvoir bien vieillir tous et ensemble, parce que demain, ça serait pas drôle tantôt. Ça serait vraiment pas drôle tantôt. Nos personnes âgées, moi j'ai un paternel, Dieu béni, qui est adepte avec les tablettes et les ordinateurs. oui. Magnifique. Maman, elle, non. Qu'est-ce qui arrive avec les mamans qui sont seules, qui n'ont plus de papa des alentours, ou qu'elle n'a pas de partenaire, quoi que ce soit? On appelle pour les services. Vous pouvez aller sur www.qc.ca. Non, mais c'est parce qu'ils n'en ont pas. Ben non. Les www Non. à faire, là, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent même pas Qu'est-ce comment qu'on ouvrir fait un avec eux autres? ordinateur. Avec eux autres, ils vont rester à la maison puis ils vont sécher là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment qu'on va les rejoindre? Comment qu'on va les aider? Qu'est-ce qu'on fait? On va être là demain. OK, vous allez me dire que nous, au moins notre génération, on va savoir quoi faire avec les www. Mais imaginez-vous donc que les www, dans 10 ans, ça ne sera plus des www. Ça serait plus ça. Alors, c'est là-dessus que je travaille, parce que c'est insensé. On essaie d'avoir des informations, on essaie d'appeler les médecins de famille qui sont plus répondants, qu'on ne répond plus aux cliniques, on ne répond plus nulle part. Il faut faire quelque chose. Ça s'en va en dépérissant rapidement. Et il ne faut pas laisser nos citoyens de troisième âge... non, puis souvent, ils sont mis en plan, puis on les oublie. C'est épouvantable. Les petits jeunes là, qui se cachent là, dans le coin, là, dans le fin fond de leur chambre à coucher avec leur tablette, tout ça, et les parents qui sont exaspérés, là, sortez-les, envoyez-les voir les petits mémés puis pépés qui sont ailleurs à rien faire. Là. Ils vont se jaser. Puis pour les jeunes, en terminant, les jeunes avocats, vous leur souhaitez quoi, là, ceux qui choisissent le droit, comme les milléniaux, de faire répartir le travail? Une bonne continuation, parce que je trouve qu'ils ont une vie bien équilibrée. Ils ont su faire la part des choses, de dire, je vais faire mon travail, excusez-moi, je vais faire mon travail exceptionnellement. Et le fait que je me garde en forme et que je garde ma famille fait en sorte que je suis capable de travailler plus rapidement qu'une personne qui a fait que le travail. Écoute, je les trouve extraordinaires. J'en ai beaucoup appris. Je vais en prendre encore de eux et je leur souhaite du bonheur, parce que sont à la bonne place au bon moment. On les a besoin. Et je souhaiterais, eux autres aussi, qu'ils regardent le futur. À long terme, parce que c'est super magnifique maintenant, mais il faudrait que ça continue. Les conditions sont-tu meilleures pour les procureurs, les nouveaux avocats, la justice? Est-ce que vous pensez que ça va être plus difficile pour eux, ou ça va être plus facile que lorsque vous étiez jeune avocate? Je pense que la période du COVID a fait en sorte que il y a eu des ouvertures, qu'on commence à utiliser des outils qu'on n'osait pas utiliser auparavant. On a passé des années à se dire, faut qu'on ait une justice sans papier, faut qu'on ait une justice... La COVID est rentrée en ligne de compte, bien la voilà, votre justice sans papier, ça s'est fait du jour au lendemain, parce que tout s'est fait avec les ordinateurs. Alors... Tu sais, en anglais, on dit « watch what you wish for ». Bien voilà, on a eu notre temps de devoir être une justice sans papier. C'est un passage obligé, là. On a évolué rapidement. Alors, ça continue comme ça. Alors, je pense qu'on est sur le bon terrain pour aller loin, mais faut-il encore prévoir un peu plus loin d'où est-ce qu'on s'en va, là? Puis à vous, on vous souhaite quoi? À moi, la joie. La bonne santé et la joie. La magistrature, ça vous tenterait-il? Pas pour moi. Non.
Ça m'aurait tenté à un moment donné, mais plus maintenant. Le train est passé. Le train est passé. Le train est passé. Vous auriez fait une bonne juge. Ah, oui, ça oui, je vous le donne. J'aurais fait Je une pense que vous auriez très fait bonne pas mal. juge. Oui, je suis certaine que vous auriez fait une bonne juge avec tout le bagage que vous avez. Donc, ben, en tout cas, nous, on vous souhaite, puis peut-être qu'on vous réinvitera parce que je sais que vous êtes une mine d'informations. Vraiment, je vous aurais gardé toute la journée, mais je sais que vous devez aller vous occuper Les jeunes. ben oui, vos jeunes, vos Les genoux. jeunes. Vraiment, ils sont chanceux de vous avoir. Comme vous le savez, je remets toujours un diplôme Oh. à chaque invité parce que je demeure une enseignante, je remets des diplômes. J'aime bien ça. Vous êtes tellement Alors, chaque invité reçoit un diplôme. Alors, certificat d'engagement décerné à Maître Maria Agustina Corsi, Marie-Justine. Donc, pour ses plus de 30 années de dévouement envers la justice, pour ses nombreuses implications et réalisations judiciaires afin de protéger et défendre les citoyens, pour son poste de directrice des poursuites criminelles et pénales, pour toutes ces victimes et personnes vulnérables représentées et défendues, pour tous ces dossiers préparés et plaidés, pour ses nombreuses présences à la Cour du Québec, Cour supérieure, Cour d'appel et au Tribunal de la jeunesse, pour ses nombreuses implications sociales, pour le mentorat auprès de ses consoeurs et confrères, pour toutes les conférences données, pour les procédures et mémoires rédigées, pour son implication au sein de l'organisme Jury Pop. On n'en a pas parlé, mais vous faites partie de Jury Pop, qui est quand même un entre-deux entre le fait qu'on paie des avocats et l'aide juridique. Alors, même si on a un mince revenu, on peut avoir des avocats à moindre coût par le biais de Jury Pop. Et gratuitement aussi. Gratuitement, selon notre revenu. Absolument. Alors, donc, pour toutes ces langues parlées, il fallait le souligner, pour la communauté italienne qu'elle représente fièrement, pour toutes ses vies et ses droits améliorés et changés. Oh, mille merci. Au Ça nom fait chaud des au cœur. victimes, là, je suis toujours un peu émue quand je remets mes diplômes, mais au nom, Merci. je veux vous remettre ça au nom de toutes les victimes J'en que suis vous fière. que vous avez représentées à travers ces 30 années. C'est pas rien. J'en suis fière. Vous les avez choisies. Et c'est pas rien quand on choisit de faire de notre carrière, de représenter les plus démunis. Mille merci. Alors, je vous remercie avec les yeux pleins d'eau en leur nom. Ça me touche. C'était une belle rencontre, Maître Corsi. Merci infiniment. Pareillement.